Très bien, maintenant, petit test d'applaudissement, Toulouse. Eh bien, c'est parti, messieurs, dames, place à nos comédiens qui auraient pu... Vous pouvez venir, approchez-vous, n'hésitez surtout pas. On va commencer, s'il vous plaît, par la grande Pascale Chemin, qui est avec nous. Elle est suivie de très près par Thierry Desroses. Nous avons Nathalie Holmes aussi. Nous avons, allez-y, installez-vous, Grégory Lenné. Damien Viteka, Boris Vanger, Nathalie Bien-Aimée, et enfin, il me semble, si j'ai bien tout le monde, Aurélia Bruno, messieurs, dames, applaudissements. Très heureux de vous avoir, il y en a beaucoup que je connais déjà, il y en a certains que je ne connais pas, donc je suis très heureux de les rencontrer vraiment sur ce TGS. Ça va être un plaisir de faire cette conférence. Vous allez pouvoir faire vivre cette conférence, messieurs, dames. Vous levez la main, vous allez poser vos questions. N'ayez aucune honte, ils sont là pour ça, il n'y a aucun problème. Ils sont tous très gentils. Est-ce que déjà, il y a, bon, un peu, peut-être pas de Nathalie, mais tout le monde est très gentil, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions avant que je commence les hostilités, que je lance les hostilités? J'avais une question pour Damien Viteka. En fait, je me demandais pourquoi dans la version française de la trilogie Spider-Man, vous prononcez Spider-Man et non Spider-Man. On s'est pas posé la question comme ça. Ça a été, c'est la production qui a dit bon, on va dire Spider-Man. Moi, quand j'étais petit, je disais Spider-Man, donc ça m'a pas gêné. Voilà. Oui, on est resté sur ce petit côté comics des années 80 et on est resté sur le côté Spider-Man. Après, effectivement, les autres personnages, c'est devenu Spider-Man. Moi, je vais commencer par une question générale, un petit peu pour ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. On commence toujours comme ça. Je voulais savoir comment vous en étiez arrivé au métier de comédien et ensuite comment vous en étiez arrivé justement au doublage. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Aurélia Bruno. En fait, moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc, j'ai démarré le doublage, je ne savais pas lire. Donc, en fait, je faisais du doublage avec mes frères et sœurs. Je faisais aussi du théâtre et de télévision. Et comme je ne savais pas lire, j'étais la petite dernière de la fratrie. En fait, le chef de plateau me disait ma phrase à dire oralement. Et puis il venait derrière moi, et quand c'était le moment de dire la phrase, il me tapait sur l'épaule et je le faisais. Voilà, et puis par la suite, j'ai quand même appris à lire. Moi, c'est en jouant, je viens du théâtre, et en jouant une pièce avec des comédiennes qui pratiquaient déjà les techniques du doublage, que j'ai eu l'occasion de rencontrer des directrices et directeurs de plateau. Grâce à leur gentillesse, ils m'ont permis d'assister à des enregistrements et petit à petit, j'ai fait des petites choses, des ambiances et puis voilà, ça a évolué vers des rôles plus importants. Mais au départ, j'étais sur la scène, voilà, au théâtre. Moi, c'est aussi par le théâtre. J'ai fait 2 ans dans un cours à Paris qui s'appelle Pérémonie et après je suis allé dans un autre cours qui s'appelait l'école du studio théâtre d'Anières, qui est devenu l'ESCA, comme une école nationale, comme le conservatoire. Et il y avait un spectacle sur les poètes surréalistes. Et il y avait 3 personnes qui faisaient du doublage. Il y avait Jean-Marc Plantier, qui m'a fait faire mon premier doublage, Jean-Pierre Carasso, qui écrivait. Et donc c'est comme ça que moi j'ai commencé, c'est par le théâtre. Et moi c'est pareil, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 17 ans. J'étais à Dijon, j'ai fait le conservatoire pendant 3 ans, j'ai commencé d'apprendre là. Ensuite, j'ai gagné la capitale, j'ai fait le conservatoire de Paris. Après le conservatoire, j'ai fait beaucoup de théâtre. Je faisais au moins 2 ou 3 pièces différentes par an pendant entre 5 et 10 ans. Et c'est en jouant au théâtre que quelqu'un qui travaille dans le doublage m'a appelé pour me faire passer une audition. Et à partir de là, j'ai fait un film. Une année s'est passée sans plus rien, et après j'ai refait un autre film. Et puis après est arrivé Roméo et Juliette, et là les choses se sont un peu enchaînées. Ça va pas être très original non plus, puisque moi c'est pareil, ça va être. J'ai commencé par une école de théâtre pendant 3 ans, j'ai enchaîné avec une tournée au théâtre, et à la fin de cette tournée, j'ai un pote qui m'a dit « Bah tiens, demain je vais assister dans un studio de doublage, est-ce que tu veux venir ?»
J'avais rien d'autre à faire, très honnêtement. J'ai fait ouais, vas-y, je te suis, je sais pas ce que c'est. Et puis bah, j'y suis resté. J'ai eu un coup de cœur, j'y suis resté. J'ai fait la plupart de ma carrière là-dedans. Alors moi j'ai commencé par tourner pour la télé quand j'étais toute petite, à 17 ans. Et après j'ai fait des films, j'ai fait du théâtre et la voix est arrivée très très tard dans ma carrière. J'ai fait des enfants, j'ai fait de la cuisine et un jour j'ouvre le journal Télérama et je cherche directrice artistique dans les jeux vidéo et j'ai commencé comme directrice artistique chez Ubisoft et j'ai rencontré toutes ces stars pour moi qui venaient enregistrer leur voix sur les Star Wars, etc. Et c'était fabuleux, j'avais des étoiles dans les yeux et dans les oreilles. Et petit à petit, en fait, ça m'a happée. J'ai commencé à faire une ou deux voix comme ça, par hasard. Et puis passer des essais. Et puis à chaque fois, j'avais eu la chance d'avoir une voix petit garçon qui plaisait pas mal. Et donc, je faisais pas mal d'essais avec des voix de petits garçons que je réussissais. Et petit à petit, j'ai élargi mon travail vocal pour pouvoir aussi doubler des actrices. Et voilà, donc c'est une belle aventure. Moi, je ne suis pas très original. J'ai commencé aussi par le théâtre. Non, j'ai fait une formation de comédie musicale. Donc j'ai appris à chanter, danser, jouer la comédie. Et puis j'ai fait plein de spectacles musicaux. Et puis un jour, j'ai joué une pièce de théâtre au théâtre Édouard VII. Et il y a une dame qui est un peu ma marraine, qui était ma marraine du doublage, qui s'appelait Sylvie Fett, qui était une femme très importante pour nous, pour les artistes, interprètes que nous sommes. Elle est venue voir la pièce un soir et elle m'a dit j'aime bien ce que vous faites, vous me donnez votre numéro de téléphone. À l'époque, c'était en 1925, il n'y avait pas de portable, donc je lui ai donné mon fixe. Et 15 jours plus tard, elle m'a appelé pour me dire qu'il y avait une audition, un casting, enfin je ne sais même pas, pour du doublage. Et le doublage, c'était sur un long métrage. Je fais les essais, j'ai été pris. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du doublage et la voix de Samuel L. Jackson sur Pulp Fiction. Moi c'est pareil, j'ai commencé par le théâtre, j'ai fait une école de théâtre qui s'appelle La Rue Blanche et puis j'ai travaillé pendant des années essentiellement sur scène et puis c'est en jouant une pièce que des directeurs artistiques qui étaient dans la salle m'ont proposé exactement comme pour Nathalie, d'assister et puis de faire des petites choses, des ambiances, etc. Et puis ça a commencé comme ça. C'est par le théâtre, c'est-à-dire qu'en fait, on a tous à peu près une formation, quoi, accessoirement, parce que c'est quand même un boulot. Voilà. Oui, parce que souvent on a tendance à penser que c'est assez simple d'être doubleur, comme disent certains, de prêter sa voix ou de vendre sa voix ou de la louer, mais en fait, c'est avant tout un métier de comédien, donc on vient tous du théâtre et c'est un vrai métier, quoi. Ma question, c'est que donc tous ces comédiens, on les connaît surtout pour certaines voix, pour avoir prêté certaines voix. J'aimerais mettre un peu plus en lumière des acteurs ou des personnages qu'on ne connaît pas forcément. Alors du coup, ma question, c'est est-ce que parmi vous, il y a des comédiens qui apprécient énormément prêter sa voix à des personnages ou des acteurs qui ne sont pas connus? Donc c'est vrai qu'on a la chance de suivre des acteurs depuis longtemps. On a surtout commencé par des acteurs qui n'étaient pas connus. Donc je crois qu'on éprouve le même plaisir. Écoute, moi j'ai l'impression qu'ici il y a des Aston Martin, des Ferrari, des Lamborghini et on roule pas à la même vitesse avec la voiture. Si c'est une départementale, on va pas rouler à 300. Mais c'est toujours une Lamborghini. Donc même si le personnage, l'acteur n'est pas très connu, mais on y va avec mais c'est le même moteur. Et quand on a la chance de doubler, Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix, Samuel Jackson, faire des personnages d'animés qui sont complètement tarés, là on va rouler à 300 à l'heure. Je crois que là, il n'y a pas de problème. C'est pas le problème que l'acteur soit connu ou pas connu, c'est la joie de se dire extrêmement souvent, et nous avons cette chance pourvu que ça dure, mais je vais jouer ce matin. Je vais jouer. Et ça n'a pas de prix et une très belle voiture, elle est très bien sur une départementale dans la Creuse que sur une autoroute allemande à 300. En fait, quand on nous appelle pour travailler, hors des comédiens ou des personnages de série qu'on suit, on ne sait pas forcément pour quel comédien
on va nous appeler. On nous appelle, on dit salut, je suis sur une série, il y a un guest, est-ce que tu es disponible tel jour et tout. Donc effectivement, ce sont des personnages, ce sont des comédiens qu'il y a dans toutes les séries dont on ne connaît pas forcément les noms, qu'on peut suivre régulièrement. C'est-à-dire qu'on peut, le directeur artistique nous appelle parce qu'il a vu qu'on avait pu déjà doubler ce personnage, mais on ne connaît pas forcément son nom. Mais ça nous arrive tout le temps. Parce qu'on ne sait pas forcément pourquoi on nous appelle quand on nous appelle. Prêtez votre voix à des comédiens célèbres dans le monde et autres. Est-ce qu'il y a un affect qui se crée parfois avec le jeu d'acteur de ces comédiens? Est-ce que vous avez des comédiens que vous aimez beaucoup justement interpréter et qui vous touchent profondément justement? On peut parler de rencontres par moment. Oui, bien sûr. De la même façon quand on travaille au théâtre, parfois on a des personnages qui nous apparaissent, on se dit mais voilà, on se fond là-dedans avec bonheur. Et c'est vrai que moi, par exemple, je peux dire qu'avec Leonardo DiCaprio, pour moi, c'est une rencontre. C'est quelqu'un qui a dans sa sensibilité, dans ses excès, dans sa façon de pousser le bouchon toujours plus loin. Je me retrouve dedans, je me reconnais, ça m'est pas étranger. C'est pour moi, et c'est le seul acteur qui m'amène aussi loin dans le jeu et avec lequel je me sens en connivence intime. Et parfois il y a aussi quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est la difficulté en fait. Par exemple, moi j'ai la chance de doubler des acteurs qui sont très difficiles à doubler. Et en fait, tout l'intérêt est là, en fait. C'est-à-dire, est-ce que je vais réussir à essayer de me rapprocher le plus possible de ce qu'ils ont fait, eux, dans l'original, ou de ce qu'il a fait. Et le plaisir, il est là aussi. Il est dans cette façon d'essayer de se dépasser, d'essayer de se rapprocher le plus possible de l'original, pour ne pas le trahir. Moi, j'ai eu ça dans mon aventure avec Bart Simpson. Quand Joël Guigui a décidé de partir, j'ai été choisie pour la remplacer. Donc au début, je me suis vraiment mis beaucoup de pression parce que, comme beaucoup, je suivais aussi les Simpsons adolescentes et j'aurais jamais imaginé me retrouver à prêter ma voix à Bart, loin de là. Et au début, je me mettais tellement la pression pour essayer de marcher dans les pas de Joël que je ne trouvais pas de liberté, je me bloquais et je quittais le plaisir de l'interprétation. Et quand j'ai réussi à me défaire et à me permettre cette liberté et accepter le fait que maintenant Bart, voilà, c'était ma voix, j'ai pu vraiment prendre un plaisir infini et maintenant je me marre et j'espère que ça va durer encore longtemps. C'est vrai qu'après on a une promiscuité c'est si loin, si proche, quoi, quelque part. Et puis, quand on a la chance de doubler de grands acteurs, enfin même des fous, donc toi c'est Leonardo, moi c'est Joaquin Phoenix, que je pas mal partagé avec Bruno Cherel, on lui l'a mis un cran, c'est le Joker. Voilà. Donc moi personnellement en tant que comédien, c'est une des plus belles choses que j'ai faites, tout confondu théâtre, cinéma. Et après le film d'après, ça a été Beau is Afraid de Ari Aster qui a fait Midsommar et Hérédité. J'ai vu le film et là je me suis dit, mon Joker, je l'ai senti tout de suite. Ça a inquiété ma femme d'ailleurs. Et là Beau is Afraid, j'ai vu le film, j'ai dit comment je vais faire. J'y ai pas pensé, j'ai dit comment je vais pas me péter la voix. Parce que je sais pas s'il y en a qui ont vu ce film, mais c'est encore plus taré que ce qu'il fait dans le Joker. C'est ouf. Ah non, c'est un truc de fou. Le film est fou. On parlera pas de la fin parce qu'on est tous très surpris par cette fin. Et j'ai réussi à le faire, mais surtout j'ai dit ne pense pas. Je me suis laissé complètement laisser faire, quoi. Je me suis vraiment fondu, comme dit mon ami Damien, dedans. On est au service d'un jeu d'acteur qui crée ce genre d'acteur crée un immense parc d'attractions, ça c'est le génie. Nous on arrive, ils sont sur l'épaule, ils nous tapent sur l'épaule, ils nous disent tiens, là les clés, amuse-toi, et on monte dans tous les manèges. Voilà, il y a des manèges qui foutent les jetons, mais on monte dedans quand même. Je voulais juste ajouter un petit truc par rapport à ça, c'est aussi les adaptateurs, parce qu'on n'en parle pas souvent,
Mais ceux qui sont derrière, qui écrivent et qui sont quand même devant, parce que c'est la langue française qu'on doit interpréter, nous, par rapport à l'américain souvent, je parle de l'américain, ou d'autres langues, mais je connais moins les autres langues. Et c'est vrai qu'il y a toute une démarche aussi culturelle qu'il faut transposer pour que nous, on ait les infos aussi et qu'on soit capable de retransmettre tout ça et de retranscrire la dramaturgie, en fait, et tout ce qui se passe pour un perso. Et c'est vrai que c'est vachement important l'écriture. Et on a souvent... on s'en rend pas compte quand c'est bien, hein, c'est comme un acteur quand il joue bien, on voit pas son travail derrière. Il y a vraiment un truc essentiel là-dedans, c'est l'écriture. Voilà, je voulais rendre aussi hommage aux merveilleuses plumes derrière tous ces films. J'aimerais savoir pour vous tous, quel a été le personnage ou l'acteur que vous avez préféré jouer? Moi c'est Regina, évidemment, dans Once Upon a Time. Pareil, je pense qu'il y a eu une vraie rencontre avec cette actrice. Et une vraie rencontre avec nos folies communes. Et c'est vrai quand on a la chance de jouer un personnage démentiel qui va très loin dans le questionnement humain et dans les hauts et les bas, et voilà, c'est extraordinaire. Moi je dirais voilà, Regina dans Once Upon a Time. Eh bien, moi je dirais mon acteur fétiche, Samuel L. Jackson, parce que il me surprend tout le temps. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de le doubler en comptant les séries, le doubler sur 96 ou 98 films. Et en fait, chaque fois, il me surprend. C'est-à-dire que chaque fois, il aborde... J'avais du temps à comprendre ce qu'il joue, à comprendre et à essayer de me rapprocher de lui. Et chaque fois, c'est un vrai challenge. Et c'est formidable, parce que là, il y a vraiment du travail. Et c'est vrai que si on est soutenu, aidé déjà par l'écriture et soutenu par la direction artistique et qu'on a le temps de travailler, c'est du bonheur, c'est que du bonheur. Et avec bien sûr l'ingé son qui fait partie, enfin qui fait couple avec le directeur artistique et qui nous accompagne. Mais donc cet acteur Samuel L. Jackson, il est surprenant pour ça, parce que on ne peut pas faire de la voix, parce qu'il y a plein de gens qui s'intéressent au doublage et qui disent « Ah ouais, moi je peux faire de la voix, je peux faire comme ça ». Et en fait, le doublage, c'est pas faire de la voix, c'est restituer vraiment des sentiments des sentiments, des émotions, c'est donc du jeu. Et Samuel L. Jackson, si on fait juste de la voix, on remplit pas l'image. Et il est toujours surprenant. J'en sais rien, parce que que ce soit l'animé, c'est quelque chose qui est complètement différent que le live, que le jeu vidéo, etc. Donc choisir parmi tout ça, il y a forcément des personnages qui sont plus emblématiques pour les gens. Et donc moi j'ai l'habitude de répondre que ce que je préfère doubler, c'est le prochain personnage, c'est celui de demain. Voilà. Non, je peux pas choisir, il y a eu trop de personnages auxquels je me suis attaché. Moi j'ai de la chance, j'ai doublé énormément d'animés, et j'ai de la chance parce que de base j'étais fan d'animés, donc j'en ai fait quasiment 150 de différents, donc comment choisir parmi ces 150, pour moi c'est impossible, je ne peux pas. Il y en a trop que j'aime, pour différentes raisons. Il y en a un, je vais l'adorer parce que ça va être mon premier gros rôle de toute ma carrière, l'autre parce que ça va être le premier héros que j'ai doublé, l'autre parce que c'est la première fois qu'un personnage me ressemblait. Voilà, ils ont chacun en fait quelque chose qui fait que je les adore et que je peux pas en choisir un, c'est pas possible. Oui, je te rejoins un peu. Moi, j'aurais du mal à choisir. Alors effectivement, j'ai toujours, dès qu'un film avec DiCaprio arrive, je suis hyper heureux parce que je sais qu'il va falloir y aller. Enfin, c'est jamais gagné, c'est jamais figure in the nose. Mais je sais pas, parce que moi ce que j'aime c'est la diversité, c'est-à-dire j'adore doubler Leonardo et en même temps si je double Giovanni Ribisi, il va m'emmener dans complètement autre chose avec des moments de jeu complètement différents. J'ai eu aussi beaucoup de plaisir alors que c'était pas trop difficile non plus à jouer, mais pour Spider-Man, mais pas Spider-Man, c'était un plaisir d'enfant, et donc voilà, ce sont des plaisirs différents. C'est vrai qu'entre Colin Farrell, Joaquin Phoenix ou même Jason Statham, Jason, c'est un peu plus droit dans le jeu. Mais moi, j'aime bien en fait les acteurs qui t'emmènent loin. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus difficile à jouer que passe-moi le sel. Et de pas chanter. De pas, vas-y, passe-moi le sel. Ah bonjour, tu étais levé ce matin, machin. Et quand on est devant une rythmo, on chante très très vite. Il n'y a rien de plus difficile à jouer qu'une scène
quotidienne. Une scène de pleurs, de cris, il va falloir se mettre en route. Mais si c'est bien écrit, qu'on est sincère, parce qu'on a appris, parce qu'on a tous une formation d'acteur, mais bizarrement, on est synchrone. Et en fait, on n'y pense même plus à être synchrone. Ça marche. Moi, ce que j'adore, c'est quand tout d'un coup, je me surprends. C'est-à-dire qu'à un moment, la scène commence, et on se met dans un état, et on arrive, et la boucle arrive, donc c'est la séquence, et on arrive à la fin, et on était dans le sentiment, et on sait presque des fois plus qu'on a dit. Il y a un abandon complet, et ça, c'est cet état de grâce, ça n'arrive pas souvent, mais à un moment, on y arrive. C'est cet état de grâce où tout d'un coup, les mots ne nous appartiennent plus. Où il y a, évidemment, on ne devient pas schizophrène, hein, c'est comme... voilà, on maîtrise le truc, évidemment, on n'est pas fou à chaque fois qu'on joue un rôle. Bon, tiens, tu joues Richard III, tu vas te mettre à tuer ta famille. Bon, non, voilà. Personnage qui croit en Dieu, t'as pas besoin de croire en Dieu. Le principal, c'est que le personnage croit, on s'en fout. Mais évidemment, c'est ce moment de temps suspendu où tout d'un coup, ça nous échappe. Et moi, je crois que c'est ce moment-là, en fait. Et je crois que sur tous les acteurs qu'on double, on l'a. On l'a, ça. Moi, quand il y a un rôle qui arrive, je suis un peu comme Pascal, c'est celui qui va arriver demain, c'est... tiens, il y a Colin Farrell qui arrive, tu fais, wow, yes. Et ou alors, Joaquin Phoenix qui dit, qu'est-ce qu'il va encore me faire, lui, un truc. Et j'ai qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. J'ai qu'une envie, c'est j'attends, je dis, ouais, mais c'est combien de temps, hein. Voilà, comme un môme, juste avant Noël. C'est la dernière semaine avant Noël qui est longue. Ben, c'est un peu pareil, quoi. Oui, c'est vrai que ce qui est merveilleux dans ces voyages qu'on nous propose, c'est de pouvoir trouver une liberté, s'abandonner dans l'imaginaire. Et comme un enfant, Boris parlait de l'enfance, mais c'est ça, quoi. On est comme des enfants qui jouent, et c'est un travail, certes, mais on peut se libérer l'émotion, la sensibilité au service d'une œuvre. Et parfois, il y a des rencontres qui font qu'il n'y a plus de réflexion, il y a que de la liberté, et c'est évident. Et on se laisse aller, et on s'oublie, et c'est un plaisir à l'état pur. Et il y a l'animation peut permettre des fois d'être créatif et de jouer des choses très décalées, un peu folles. Ça permet de s'amuser et d'être fou, d'être complètement fou sans retenue. Il y a plein de personnages qu'on nous propose pour ça, mais il y a aussi le live, il y a des rencontres. Moi, si je dois choisir une actrice, c'est Maggie Gyllenhaal qui m'a emmenée j'ai eu la chance de lui prêter ma voix pour des séries comme The Deuce. C'est une actrice incroyable, qui est d'une profondeur, d'un talent et d'une sensibilité. Oui, alors pareil pour moi, non pas pareil, impossible de choisir. C'est sûr que des super belles comédiennes, super bonnes comédiennes dans des très bons films, c'est juste magique. Après, c'est vrai que sur les Simpsons, on connaît tellement nos personnages, on les a tellement en nous, que je rejoins ce que tu disais. Tout d'un coup, on est au-dessus et on est libre, en fait. C'est comme si on oubliait tout, on oubliait même le texte, pourtant on le lit, mais il n'y a que le jeu et on est au-dessus et ça vole, on est parti, quoi. Mais sans planer, hein, je veux dire, en étant professionnel. Et là, c'est vrai que c'est pas toujours comme ça, c'est sur certains produits ou avec certaines rencontres. Je voulais juste savoir si les comédiens qui ont fait du doublage pour les jeux vidéo pouvaient nous parler de cette activité-là, parce que j'imagine que c'est un peu différent. Oui, quand on travaille en doublage, on a une image avec une bande rythmo qui défile à la vitesse de l'image, etc. C'est une création française, hein, d'ailleurs. Enfin, après la guerre. En jeu vidéo, nous n'avons en général pas d'image, sauf quand il y a quelques morceaux de cinématiques qui arrivent de plus en plus fréquemment dans les jeux, mais il y a 15 ans, il n'y avait quasiment pas de cinématiques, ou 20 ans. Donc, on ne travaille pas sur le synchronisme. On a des fichiers son que l'on voit visuellement sur un écran, sur un premier écran de télévision, et un autre écran, il y a ce qu'on appelle, ces fichiers donc, qui sont écrits, qui sont traduits. Et donc nous, on est avec notre casque, il y a un ingé son et un directeur artistique, on écoute l'original, et après, juste derrière,
on fait la réplique en fonction de la forme d'onde. Mais en général, on n'a pas d'image. C'est le directeur artistique qui nous donne le contexte, qui va nous expliquer un petit peu. On peut enregistrer des répliques qui ne sont pas dans l'ordre chronologique. On n'a pas tout le déroulé, on n'a pas ce qu'on va dire, ce qu'on nous répond, etc. On a juste nos fichiers. Voilà, pour être... Et on enregistre seul. Oui, bien sûr. On enregistre seul dans une cabine. Voilà, donc c'est un travail qui est un petit peu différent, qui n'est pas basé sur le synchronisme et la détection. Je pense que c'est plus fatigant pour la voix, parce que là, c'est vraiment tout le temps... moi, Call of Duty, je fais une voix, pas deux. Hurler toute la journée, non. Non, je le fais plus, ça j'arrête. Voilà. Ça... Watch out, grenade, machin, tu rentres à la maison, salut, t'as passé une bonne journée, ouais, super. Voilà. Et puis, non, franchement, alors il y a des jeux qui sont très sympas, moi, avec, parce que là, on a fait Mass Effect, là, c'était la grosse licence, beaucoup de travail, enfin, et tout ça, et puis là, bon, le commandant Shepard, bienvenue sur l'USS Normandie, il est très calme. Bon, ça va. Mais sinon, franchement, c'est pas drôle. Quelque part, c'est pas drôle parce qu'on est tout seul. Non, mais surtout, c'est qu'on fait ce métier-là pas pour être tout seul. On se met là pour jouer ensemble. Et parce que techniquement, on ne peut pas s'enregistrer ensemble. Donc moi, j'ai une frustration humaine par rapport au partage du jeu et de l'échange avec un camarade, même si moi j'ai adoré faire, il y en a que j'ai beaucoup aimé faire, parce qu'il y avait beaucoup de cinématiques, c'était Assassin's Creed, Jacques l'Éventreur, et j'ai vu Londres, fin 19e, et c'était génial. Mais c'est vrai que le jeu vidéo, c'est extrêmement sympathique, mais c'est extrêmement fatigant. Et surtout, c'est un peu frustrant humainement parce qu'on n'est pas ensemble. J'étais dessus aussi, Heavy Fry, et là, on a travaillé ça comme du cinoche, quoi. C'était un bonheur d'enregistrer ce jeu. Et c'est vrai que... En même temps, vous avez cité deux grosses licences. On était seuls, ça. Vous avez cité deux grosses licences qui sont sujettes cinématographiquement vraiment à des adaptations. Mass Effect peut-être bientôt, un jour, je ne sais pas. Mais tu vois, Assassin's Creed qui a été adapté au cinéma aussi. Enfin, c'est des jeux qu'on appelle chez nous AAA, qui sont sujets vraiment à avoir un vrai scénario, des comédiens qui les interprètent. Oui, c'est sûr qu'on est loin des jeux PlayStation, ça, clairement. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment deux façons de travailler qui sont différentes. Et vous êtes tout seul, malheureusement, parce que tu dis tout seul. Je sais qu'à une époque, quand vous étiez en session de doublage, avant le Covid, vous étiez plusieurs. Après, quand il y a eu le Covid, vous avez commencé à faire ça séparément. Maintenant, ça revient. Vous pouvez retravailler tous ensemble. Pas toujours, ça dépend des projets, ça dépend sur les séries, on peut plus facilement travailler à 2, 3, 4, 5, mais sur les films des grosses majors, on enregistre quand même seul. Sauf que souvent les directeurs artistiques, en tout cas ceux qui sont un petit peu consciencieux et qui peuvent le faire et quand l'emploi du temps des acteurs le permet, s'arrangent pour que les acteurs qui ont des scènes ensemble soient ensemble dans le studio, le même jour, de manière à ce qu'on entende les répliques et qu'on puisse enchaîner. Et malheureusement aujourd'hui, avec ces histoires d'exigences techniques et de mixages qui ne se font pas en France, mais qui se font soit en Angleterre, soit en Espagne, je ne sais où. Bref, ils exigent d'avoir des pistes séparées, donc les acteurs ne peuvent plus enregistrer ensemble. Sur les grosses majors, je dis bien. C'est vrai que sur les Simpsons, avant, on enregistrait, toute la famille enregistrait ensemble, et depuis le Covid, on n'enregistre que toutes les deux. Alors ma question, avez-vous déjà rencontré les acteurs américains que vous doublez? J'ai rencontré Lisa, elle est super sympa. Est-ce que tu as rencontré Matt Groening quand même, Aurélien? Non, je pense que les Pétieux l'ont rencontré. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, on était contents parce qu'il disait que Matt Groening disait que c'était le doublage français qui était le meilleur. C'est vrai? Ouais. En même temps, j'ai envie de vous dire, Pas meilleur que l'original, mais non. parmi tous les autres doublages. Je répète quand même, les amis, on a de la chance en France, on a peut-être les meilleurs comédiens de doublage au monde. Je vous le dis, non mais oui.
C'est énormément, il y a pas mal, avant que vous répondiez, il y a pas mal de films qui sortent à chaque fois, et même les Américains encensent les voix françaises en disant, bah écoutez, elles sont mieux que chez nous, donc oui, je parle en film d'animation et autres, souvent, mais on a quand même des gens qui sont très très talentueux et qui font un très bon travail sur tous les films. J'ai eu l'énorme chance de rencontrer deux acteurs que je double, Samuel L. Jackson il y a quelques années, et Forest Whitaker il y a 3 ans. Les productions ont été merveilleuses, elles ont eu l'élégance d'organiser une soirée. Samuel L. Jackson, c'était à l'époque au Planet Hollywood, c'était en 1927, puisque ce restaurant n'existe plus sur les Champs-Élysées. Et Forest Whitaker, c'était à l'UNESCO pour la sortie d'un très beau film qu'il avait fait sur Desmond Tutu. Ils m'ont fait l'honneur et le plaisir de m'inviter ce soir-là, le soir de la présentation du film. Donc on a pu se rencontrer, mais c'est un accident, enfin, c'est une chance. Moi j'ai eu la chance de rencontrer Lana Parrilla, et c'était une très, très chouette rencontre. Et surtout, parce que je fais beaucoup de créations françaises, de dessins animés, d'animation, et j'ai souvent la chance de rencontrer les producteurs, enfin surtout les créateurs de la série, ceux qui dessinent pendant des années les planches de dessin et qui animent les personnages auxquels nous prêtons nos voix. Et ça, c'est quand même très émouvant d'avoir le réalisateur derrière qui nous fait des petits croquis comme ça de nos persos. Et ça, voilà. Moi, j'ai eu la chance, c'était assez rapide. Je me souviens, c'était pour Once Upon a Time, la convention Monde chez Mickey à Marne-la-Vallée. Et il y avait 6000 personnes. Ça venait du Japon, d'Australie. Et il y avait comme des thésards, quoi. Des thésards, des doctorants de recherche faisant des thèses sur la série. C'était incroyable. Alors j'ai pu donc croiser Robert Carlyle. J'ai pu rencontrer Robert Carlyle. Alors très très court, délicieux. D'abord c'est un Écossais, donc déjà c'est bien, hein, parce que bon, depuis du Guesclin, les Anglais nous emmerdent quand même. Hein. Et Robert Carlyle, bon, c'est super, c'est quelqu'un qui a vécu en roulotte, et tout ça. Et donc c'est vraiment un enfant de la balle, et super. Et j'ai rencontré Christian Slater pour Mr. Robot. Okay. Et Fouzia, qui est une amie qui est donc agrégée d'anglais. Alors elle peut parler anglais dans n'importe quel pays du monde, elle comprend tout. Et elle lui a mis sur les oreilles un extrait d'une scène de Mr. Robot, et il a fait en anglais. Je ne savais pas que je parlais français couramment. Donc je lui ai dit merci. Mais très très sympa, très sympa. Voilà. Et ouais, moi j'ai rencontré Kiroua, et c'est juste un petit coup. Voilà, je tenais à vous le dire, c'est tout. Un petit coup. Et moi, oui, alors moi j'ai rencontré une fois Leonardo. C'était après la plage, et comme on s'était très bien entendu avec Guillaume Canet, et Guillaume Canet est resté très copain avec Léo, il a tenu à nous présenter. Et donc c'était dans une boîte de nuit, c'était étrange parce qu'il y avait sa grand-mère à côté de lui, et 4 gardes du corps aux 4 points cardinaux. Donc dès qu'il bougeait, donc il est venu vers moi, il y avait les 4 gars autour de nous, je fais « oh là !» Et il était très sympa, on a discuté 2 minutes, mais en même temps, il faut quand même aussi réaliser une chose, c'est que je pense que autant la VF pour nous Français c'est important, autant pour les Américains, je crois que c'est un accident culturel. C'est-à-dire que les Américains ne comprennent pas que le reste du monde ne parle pas anglais. Donc déjà, qu'on change leur voix, pour eux, c'est un peu étrange. Et donc je pense qu'il a eu un intérêt poli à mon encontre. Il est très, très sympa, mais ça n'a pas été la rencontre du siècle non plus. Alors moi j'ai pas rencontré de comédien physique que j'ai doublé à l'image. Par contre, pendant un de mes voyages à Tokyo, j'ai rencontré un des seiyuu japonais avec qui je partage beaucoup de rôles en commun sur des animés. Alors ça a duré 2 petites minutes en studio, parce que là-bas les seiyuu sont quand même des grosses stars. C'est des dieux. Par hasard en studio, on a eu la chance de visiter des studios de doublage. Il était dans ce studio au même moment que moi, avec son agent, avec d'autres personnes autour de lui. Et donc, quand je l'ai vu, j'ai supplié les Japonais avec qui on était de juste me le présenter. Je lui ai dit, s'il vous plaît, juste 30 secondes, juste lui dire bonjour, quelque chose. Ils m'ont dit, il y a son agent, ils voudront jamais, tu pourras pas l'approcher. Ils ont quand même été lui demander. Lui a dit oui, donc j'ai pu lui parler pendant 2 minutes, et ça a été assez magique. Il nous reste 2 minutes. Je vais finaliser cette conférence sur un sujet, à l'heure actuelle, qui vous touche peut-être.
Et voilà, je me retourne. Pascal. Je me retourne vers Pascal, mais non, mais je pense que c'est important quand même d'en parler un petit peu. C'est le sujet de l'IA dans votre travail et autres. Oui, mais on a fait une conférence tout à l'heure sur l'IA. On voulait, je vais essayer d'être brève et de ne pas m'énerver. Sur l'IA par rapport au micro et par rapport au doublage, c'est-à-dire qu'on trouve un petit peu dommage que nos voix qui nous appartiennent, ce sont notre propriété absolue, c'est un droit, au même titre que le droit à l'image, puisse ou risque d'être cloné pour finalement que ce métier disparaisse et devienne une ligne, enfin des algorithmes ou une ligne de code plutôt que des respirations d'humains. Voilà, c'est une grosse menace pour notre métier. Voilà pourquoi on essaye de se mobiliser. Et ce qui se passe, c'est que sur les réseaux sociaux aussi, des gens pensent que nos voix sont libres de droit et qu'ils peuvent les modifier et nous faire dire ce qu'on veut, ce qu'ils veulent grâce à l'IA et tout. Non, non, c'est illégal. Donc s'il vous plaît, si vous aimez le travail des comédiens ou si vous le respectez, respectez leur travail en ne trahissant pas leur voix et leurs propos. Merci. Il faut savoir qu'en droit, parce que moi j'ai un peu fait de droit avant de faire le Gugus, il faut savoir que la voix, fait partie intégrante de l'être humain, c'est inaliénable au même titre qu'un poumon ou un rein. Vous ne pouvez donner qu'un rein qu'à partir du moment où vous le décidez. La voix, c'est exactement la même chose. C'est pas juste, non, c'est inaliénable par rapport à l'être humain. C'est indissociable. Article 9 du Code civil. Merci. Voilà. Merci, maître Chemin. Monsieur Marc, s'il vous plaît, applaudissez.